Allô, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, salut. Ça va et toi? Ouais, je vais bien, merci. Tu veux commencer par quoi, essentiellement front de Bakhmut, parce que c'est là où il y a eu beaucoup de changements, ou Oui, bah c'est là où il y ok. a la contre-attaque. On peut commencer à parler du front nord et sud. Déjà, au front sud et au front nord, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, la dernière fois, on parlait de contre-offensive. La contre-offensive, ça pourrait bien être celle-ci. Tu sais, je t'en avais parlé, pouvait aussi bien avoir lieu dans le front de Zaporizhia, donc dans le sud, Ouais. que sur les alentours de Bakhmut, donc sur le front nord et le front sud. Il se pourrait bien, d'après les retours que j'ai eu, les nouvelles que j'ai eues, que en fait la contre-offensive qu'on attendait, c'est pas forcément la grosse contre-offensive majeure qui va percer tout le front. C'est plutôt des petits événements comme ça, comme on est en train de voir là actuellement. Il se pourrait bien que ce soit une des parties de la contre-offensive, donc un peu sous forme d'événements, tu vois, un peu sous forme de chapitre. Je sais pas si on peut décrire ça comme ça, si je suis très clair. Oui, une succession de contre-offensives Voilà, comme ça, qui ont lieu un petit un peu peu comme limitées. ça, de façon inattendue, quoi. Donc si tu regardes en fait le front sud, il est un petit peu différent du front nord. Le front sud, je peux vite passer dessus, il a été contre-attaqué par, justement c'est par Azov, le bataillon Azov du coup a attaqué au sud. Déjà la légende, c'est déjà pour mettre dans le contexte pour ceux qui regardent, c'est une source Wagner. Donc ça c'est une carte qui a été fournie par Wagner. Voilà. Donc comme je disais, c'est un peu compliqué parce que je peux pas mettre la souris, tu la verras pas. Mais sur le front sud, là, tu vois ce qui passe sur l'espèce de rivière là. Là, t'es dessus. Ouais, t'es dessus. Cette partie-là a été attaquée par le bataillon d'Azov, ce qui fait qu'ils ont pris ce bout de terrain-là, ils ont pris, je crois, 2 km de large, une profondeur de 500 mètres. C'est qu'il n'y avait pas vraiment de position défensive pour l'armée russe. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont repliés sur des hauteurs, donc de l'autre côté de la rivière là. Et il se pourrait bien déjà qu'il l'ait passé. Donc là, ça pourrait devenir un peu plus problématique au niveau de la défense. Parce qu'aujourd'hui, les ambitions actuelles, selon moi, et selon les sources que j'ai pu avoir, c'est qu'ils essayent les Ukrainiens, quand je dis ils, c'est les Ukrainiens, ils essayent de prendre le sud et le nord de Bakhmut. Tu vois, les villes là, alors c'est un peu compliqué parce que la légende est en russe. Donc ça va être un peu compliqué pour le lire. Mais tu vois la ville qui est juste sur ta droite là. Ça là? Ouais, exactement. Ils essaient de prendre cette ville là pour casser tout le front sud. Donc le front sud encore, c'est pas un gros problème. Ça n'est quand même un parce que bah tu te doutes bien que s'ils attaquent le sud, Bakhmut déjà va commencer à être pris en tenaille. Mais maintenant si tu t'attaques au front nord, tu vois que là en l'espace de 2 jours. Toute la partie bleue là que tu vois sur le front nord de Bakhmut ici, c'était pris sous 48 heures. Donc en fait, ça change énormément d'heure en heure. Tu devrais reconnaître, tu vois, l'espèce de route en dessous qui va jusqu'à Bakhmut. La route qui va jusqu'à Bakhmut. Ça là? Voilà, celle-ci. Tu te rappelles que la dernière fois, ce que je t'avais montré Ouais. sur, sur la carte de Web Union et de Deep State Map, c'est que toute cette partie bleue là, les Russes avaient déjà quasiment un pied sur la route. Là, c'est plus le cas. Ils sont fait repousser. Et le problème, en fait, sur cette défense-là, on pourrait se dire, bah, du coup, ils sont repliés. Oui et non. C'est juste en fait qu'ils manquent d'unités compétentes et de matériel, parce qu'il semblerait qu'ils aient pas de blindés. Déjà, premièrement, ils aient pas de blindés et pas d'ATGM. Donc les ATGM, en fait, c'est des armes, des missiles anti-chars, des armes montées. D'ailleurs, ça veut dire anti-tank mounted missiles, donc des missiles montés, des missiles anti-tank montés sur des véhicules. Tu sais, c'est un peu les espèces de lance-missiles qu'ont les paras. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un ATGM, c'est ça. Sauf que là, ça, c'est pas les ATGM russes. Là, si le russe, c'est un ATGM. Bah, là, t'en as un là. Là, en jaune, ça, c'est l'ATGM qui est utilisé par les troupes russes. Celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'utilisé par les troupes russes. Ils ont pas en fait d'armes anti-char et les troupes qui sont sur le front nord de Bakhmut, c'est pas Wagner, il semblerait que ce soit des séparatistes de la République de Lugansk. Donc en fait la République de Lugansk c'est des séparatistes. Tu sais, il y a les deux régions, il y a Donetsk et Lugansk, et donc du coup t'as les Oui, quand ils sont occupés par les Russes là, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, c'est majoritairement des séparatistes et des mobilisés. Donc, du coup, ils n'ont pas beaucoup d'entraînement, pas beaucoup de matériel, ils n'ont pas beaucoup de soutien. Et en fait, il y a trois théories au sujet de cette contre-offensive, de cette offensive. C'est qu'il y en a trois. C'est soit, du coup, les Russes sont vraiment cons et ils ont laissé faire. Soit il manque vraiment d'hommes et donc du coup c'est un problème, un vrai problème. Ou alors c'est qu'ils sont repliés et du coup c'était anticipé.
Et la troisième théorie, c'est la pire, c'est qu'en fait, Shoigu, qui est le ministre de la Défense russe, en fait, n'aime pas du tout Prigojine. Et dans l'idée, en fait, c'était de laisser les Ukrainiens prendre du territoire pour du coup s'en prendre à Wagner eux-mêmes. Pour éliminer un maximum de troupes de Wagner, pour les affaiblir, et du coup pour mettre Prigojine en dehors de la course, quoi. Ok. Là, je vais te dire, le nord, c'est un peu problématique pour Wagner, parce qu'en fait, là, t'as pas de carte topographique. Je crois que sur Deep State Map, tu peux afficher la topographie de la carte. Si tu peux aller sur le Deep State Map, Là, il y a une hauteur, ouais, il y a des hauteurs ici. là, tu le vois le changement, même au nord, parce que là tu vois le gros trou, le gros trou qui a été fait au nord, là tu vois sur le Deep State Map, tu vois au sud mais tu vois aussi au nord. Ils ont été aussi repoussés au niveau de Rico Vasilivka, juste un petit peu dessus, tu vois que là ils sont en train de creuser. Et du coup, ce que je disais, oui, ça pourrait, la théorie selon laquelle en fait le ministre de la Défense voudrait s'en prendre à Prigojine, c'est une théorie plausible, mais si elle se révélerait vraie, ça serait le gros bordel au sein de la Russie. Et donc du coup, bah, maintenant que tu es sur la carte topographique, si tu regardes bien, si tu te centres sur Bakhmut, si tu peux te recentrer sur Bakhmut, tu vois bien que en fait Bakhmut est dans une crevasse, tu vois. C'est vraiment dans une crevasse ici. Tu vois, quand tu regardes la Boutmoutka, donc c'est la rivière qui traverse Bakhmut, pour centrer un petit peu le centre de Bakhmut, tu vois qu'il est vraiment dans une crevasse et qu'au nord de Bakhmut, t'es vraiment sur des hauteurs. Et si du coup les Ukrainiens arrivent à repousser les Russes derrière Berkivka et de prendre les hauteurs vers Yaïne, du coup ils vont pouvoir entourer Bakhmut et contre-attaquer sur la ville de Bakhmut, et du coup tout le travail qui a été réalisé par Wagner en fait n'aura servi jusqu'à maintenant à rien, et ce sera une perte colossale d'hommes, et du coup ils pourraient se retrouver pris en étau, bloqués, et donc du coup soit pris prisonniers, soit totalement tués et décédés. Donc ça c'est le côté ukrainien, donc c'est la grosse avancée ukrainienne, c'est le des derniers jours, des dernières 48 heures, des dernières 48-72 heures. Donc là, je viens de faire un petit peu les louanges de l'armée ukrainienne, mais maintenant, il faut savoir que dans le centre de Bakhmut, les Russes ont pas mal avancé aussi. Si tu regardes l'autre carte que je t'ai envoyée, alors pas celle-ci, mais celle-ci, voilà. Là, on voit du coup que la citadelle, donc je vais expliquer ce que c'était que la citadelle, c'est tout ce coin-là de bâtiments, de gros buildings, a été pénétré du coup par les troupes de Wagner. Et du coup, si cette citadelle-là tombe, le reste de la ville tombe. Donc en fait là c'est un peu, comme je disais la dernière fois, une course contre la montre, qui fait que si la citadelle tombe, c'est la dernière ligne défensive, la dernière ligne défensive du coup comme je disais c'est la citadelle, mais aussi un petit peu au nord, tu vois là où il y a les zones résidentielles. Ouais. Voilà, ici c'est vraiment la dernière ligne défensive, si elle tombe il n'y a plus de Bakhmut pour les Ukrainiens. Voilà. Donc il y a eu quand même pas mal d'avancées russes. On peut se dire comme ça que c'est pas énorme, parce que là ça reste une zone grise, mais ils ont quand même pris, comme je t'avais dit, le centre de la poste qui était bien fortifié, le stade olympique, ou l'école olympique, je sais plus c'était où, c'était un petit peu juste au nord dans le coin là, dans l'angle, au nord. Le logo de la poste sur ta droite. Ouais. C'est juste ce coin-là où il y a la poste, et au niveau de la poste aussi le stade olympique du coup, qui a été pris par les Russes, et c'était une grosse bataille acharnée aussi qui a mis un petit peu de temps. Le problème pour les Russes, encore une fois, c'est que étant donné que les Ukrainiens ont lancé une offensive sur le front nord et est de Bakhmut, nord et sud de Bakhmut, ils ont été obligés de décharger des troupes de Wagner qui étaient condensées dans le centre de Bakhmut, dans l'offensive de Bakhmut elle-même, sur les flancs. Voilà. Parce que du coup il manquait d'hommes, surtout notamment dans le sud, parce que dans le sud c'est la 72e brigade. Et la 72e brigade, t'as plus qu'une brigade avec 600 hommes compétents quoi, pour défendre tout un flanc, c'est pas suffisant. Et donc du coup on voit bien ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis en courant pour se replier, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas les moyens du coup de se défendre quoi. Ils n'avaient pas d'armes anti-char, ils n'étaient pas suffisants, ils n'avaient pas de blindés. Et c'est ce que Prigojine n'arrêtait pas de dire les derniers jours, les dernières semaines, c'est que les flancs nord et sud en fait sont pas protégés, il faut les protéger parce que la contre-offensive ukrainienne risque d'arriver. Et sans forcément que ce soit la grosse contre-offensive ukrainienne, on voit très bien qu'une petite offensive comme ça, ils ont réussi à percer en fait les défenses russes quoi. Voilà. Voilà. Pour faire simple, c'était à peu près tout pour Bakhmut. Et tu vois bien que la grosse problématique, c'est que s'ils continuent à pousser au nord, les Ukrainiens, la problématique pour les Russes, c'est que du coup, Bakhmut va tomber.
ils vont être obligés de lâcher Bakhmut. Voilà. Et parce que les Russes, ils avaient tout mis dans Bakhmut quasiment, avec Wagner. Wagner, oui, il y a que. Prendre absolument, mais ils avaient un peu oublié les flancs. Il y a que. Alors, ils n'ont pas oublié les flancs. Wagner n'a pas oublié les flancs parce que du coup, c'est Wagner qui est à l'offensive. Mais pour passer à l'offensive, derrière, il faut pouvoir avoir du soutien. Donc des défenses. Sauf que ces défenses-là, qui devaient être assurées par l'armée régulière, et ça, je t'en ai parlé dans les derniers lives. C'est important d'avoir des VDV, des parachutistes, des spécialistes, etc. Mais ils sont pas déployés dans cette zone-là. Ils étaient déployés dans l'attaque de Bakhmut avec les troupes de Wagner. Mais quand il s'agit de la défensive, on part sur des troupes régulières, donc des marines, des séparatistes, etc. Et là, du coup, on est sur des troupes qui sont pas forcément aguerries. Et donc, du coup, tu lances une percée, une offensive, et les gars, il n'y a pas de commandement, donc du coup, ils partent en courant, il n'y a pas de matériel, c'est mort. Et du coup, tu vois, c'est là qu'on voit que t'as beau avancer, si t'as pas le soutien derrière qui suit, bah c'est mort quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Donc là, il est encore trop tôt pour se prononcer. On peut pas savoir encore dans les heures qui viennent et dans les jours qui vont venir ce qui va se passer. Les deux scénarios, c'est les trois scénarios, pardon, c'est soit l'armée ukrainienne continue de pousser et du coup la Russie va être obligée de lâcher Bakhmut, soit elle est repoussée du coup par les Russes qui vont contre-attaquer du coup l'attaque des Ukrainiens, ou soit du coup les flancs se gèlent comme ça, ils bougent pas pendant quelques jours et l'offensive continue dans le centre de Bakhmut. J'ai une question. Wagner, c'est de l'infanterie légère, ouais, ils ont pas de gros matériel. Alors ouais, c'est ça aussi. Wagner a quelques blindés, mais ils ont pas de tank. Ça reste une milice en fait. Ça reste une milice privée, c'est pas une armée. C'est pas, même les munitions que Wagner ont, ça vient du ministère de la Défense russe. C'est pas eux qui achètent du matériel et qui ont du matériel. Enfin, ils ont déjà leur matériel, mais tout ce qui est consommable, donc par exemple obus, munitions, etc., c'est fourni par l'armée russe. Voilà. Donc ils se le partagent avec l'armée régulière, les VDV, les Spetsnaz, etc. Et du coup, tu fais une très bonne remarque, parce que du coup, Wagner n'a pas de blindés. En tout cas, ils n'ont pas plein de brigades, ils n'ont pas des brigades à foison de blindés, aussi bien légers que lourds, pour défendre du coup les flancs, mais même pour contre-attaquer et attaquer. Et là, vu que la température a changé et qu'on arrive petit à petit là dans les périodes chaudes, jusqu'à maintenant, les Russes ont avancé parce que du coup, ils lançaient des offensives à pied. Donc c'était juste c'était juste des escouades d'infanterie. Mais maintenant, le problème, c'est que cette infanterie-là n'a pas d'appui blindé, et aussi bien pour se défendre que pour attaquer. Donc ça va être un peu plus compliqué pour Wagner si du coup l'armée russe et du coup si le MOD comme on dit, c'est-à-dire Sergei Shoigu, donc le ministère de la Défense, Gerasimov, le chef d'état-major russe, ne décide pas d'envoyer justement massivement des troupes pour renforcer les flancs nord et sud de Bakhmut. Voilà. Tu veux peut-être passer des petites vidéos que je t'avais envoyées. Je t'avais envoyé une vidéo du coup d'une offensive de Wagner pardon, dans Bakhmut. C'est un mauve. En fait, c'est des vidéos si tu je vais le convertir. c'est des vidéos du coup qui ont été prises par des gars du front directement, soit sur des GoPro, soit avec des téléphones quoi. Les roquettes dans le bâtiment, très bonne idée. Ça t'arrache tout, faut pas être derrière. Voilà, donc c'est juste une petite partie pour vous donner une idée et quelques images de ce qui se passe côté Wagner, côté russe à Bakhmut. Peut-être que tu veux montrer. Pourquoi Wagner, ils ont foutu, ils ont des droits des silencieux, tout ça. Ils sont bien équipés, ouais. Ils sont bien équipés. Par contre, ils ont pas les blindés, ils ont quand même de l'artillerie. Enfin, quand je parle d'artillerie, je parle pas vraiment de l'armée régulière russe. Je parle vraiment de l'artillerie au sein même des troupes de Wagner. Ils ont de l'artillerie, donc c'est comme ça qu'ils ont avancé. C'est majoritairement par coup de destruction. Quand tu regardes Bakhmut aujourd'hui, la ville est totalement détruite parce que ils ont rasé la ville à coup de but. Comme ça a permis en fait, ça leur a permis d'avancer puisque du coup il y avait plus de position défensive. Quand t'as par exemple des bâtiments, tu vois quand t'arrives dans des villes, t'as des bâtiments, donc du coup t'es plus sur de la 2 dimensions, t'es sur de la 3D, donc du coup la 3 dimensions, donc du coup faut que tu regardes en hauteur au niveau des fenêtres, etc. Mais si t'as plus de bâtiments, t'as plus de fenêtres, c'est beaucoup plus facile d'avancer sur un tas de ruines que d'avancer dans des rues où il y a des bâtiments et où les tirs peuvent venir de partout. Voilà. C'est sûr, c'est dangereux de créer un bâtiment. Exactement, ça prend super longtemps. Par exemple, pour prendre 200 mètres, là les Russes aujourd'hui, avant le live, ont pris, jusqu'à ce matin, jusqu'à ce midi, ils avaient avancé de 200 mètres
en profondeur, ce qui est énorme, enfin, ce qui peut paraître pas grand chose quand tu vas faire ta marche, tu te dis 200 mètres c'est pas grand chose, mais quand tu avances dans une ville avec des bâtiments de partout, et qu'en plus de ça c'est des gros blocus, et qu'on te tire dessus, je peux vous garantir que c'est quand même pas mal 200 mètres. Là on voit côté ukrainien du coup les troupes ukrainiennes qui vont se replier, donc ça c'était il y a quelques jours déjà. Donc il y a eu du changement, hein. Entre temps les Russes ont avancé. Les Ukrainiens se sont repliés au sein de la ville. Et là, tu vas aller voir au niveau de la fenêtre. Je sais pas si t'avais regardé en amont la vidéo. Pas celle-là, je crois. Pas celle-là. Tu vois là, du coup, des Ukrainiens qui se replient. Ils sortent par le premier étage. Et ils vont partir. Ils sont en train de se replier petit à petit. Là, on voit les bâtiments sont détruits. Mais si tu regardes une vue aérienne de Bakhmut, il y a vraiment plus de bâtiments. Sur les régions qui ont été prises par Wagner, il y a vraiment plus de bâtiments, quoi. Ah bah, Et là, tu vois, petit à petit, ils sortent tous. Ils se replient petit à petit. Voilà. Donc ça permet vraiment ici d'avoir un petit peu une image, une idée de comment ça se passe côté ukrainien. Donc là on voit la 13e, on la reconnaît, c'est la 13e brigade, si je me trompe pas, celle-ci, mécanisée. Donc c'est des comment dire, c'est des soldats mobilisés. Par contre ceux-là non, c'est des troupes peut-être un peu plus aguerries, celle-ci, mais il y a un peu les deux. Maintenant il y a un petit peu de tout à Bakhmut. Il y a autour de Bakhmut, donc au nord et au sud. Comment dire, c'est mes calculs et c'est mon opinion, il y a à peu près entre 40 et 80 000 troupes ukrainiennes. Quand je dis autour, c'est aussi également au niveau de Kramatorsk qui est plus au nord. Tu te rappelles, on en avait parlé la dernière fois. Je sais pas si tu vois. Ouais. Oui. Voilà. Que majoritairement, Wagner attaque à peu près jour et nuit, mais les avancées les plus significatives, c'est surtout de nuit, parce qu'ils attaquent surtout de nuit, et vu qu'ils sont bien équipés au niveau optique, au niveau matal des visions nocturnes, et ça leur permet de prendre l'avantage sur les Ukrainiens. Voilà. Ok. Donc l'avant-dernière c'est la carte. Voilà. Donc on monte la carte avant et après on montrera la vidéo. Hop. Donc là on voit la partie encadrée là, surlignée en jaune. C'est une offensive russe qui a eu lieu dans la région de Bilorivka, qui a été une réussite, une grande réussite pour les Russes. Et c'est notamment la vidéo, je pense si tu vas la montrer avant de couper la fin. Qui va suivre. Et là du coup c'est les Tchétchènes, c'est pas juste des Tchétchènes, c'est les troupes spéciales tchétchènes en fait. Donc c'est ceux qui étaient avec Wagner à l'assaut de Mariupol il y a déjà quelques mois en 2022. Voilà, je crois que c'était mars ou avril. Et ça, c'est quoi déjà à quelle fois Là c'est Bilorivka justement. C'est la carte qu'on vient de montrer juste avant. Et les gars qu'on va voir, c'est côté russe, c'est des troupes tchétchènes. J'aimerais bien aussi te montrer quelques vidéos de... Après, ça va faire beaucoup. Ouais, après ça fait beaucoup. Mais des vidéos par exemple de l'offensive ukrainienne sur le front nord et sud de Bakhmut. Mais bon, c'est pas grave, je te montrerai ça la prochaine fois. En vrai, quand tu vois ce genre de vidéos, c'est tout de suite moins épique que dans les films ou les spots de recrutement de l'armée. Voilà, c'est Gorek, tout ça. Là, tu crèves comme une merde dans la boue. Et là pour le coup, là tu crèves vraiment comme une merde. Non, mais c'est vraiment parce qu'à chaque fois, quand tu dis je vais faire l'armée, tu vois, je vais rendre fier mon pays, tu sais, à chaque fois, ce qui revient, c'est fier mon pays, servir mon pays, j'aurai l'uniforme. C'est surtout que tu t'imagines direct avec des lunettes de vision nocturne, avec le treillis style force spéciale, et donc du coup tu dis ouais, stylé et tout, j'ai ressemblé à ça. Ouais, c'est ça, petit sport, petit camarade. C'est ça, je vais te payer pour faire du sport. Petit voyage autour du monde, et ensuite tu te fais déchirer par un hobby pour des intérêts de mecs un peu plus exactement que toi. Déjà, j'ai remarqué qu'ils ont plus de communication parce que des fois, quand on voit Wagner, il y a aucune radio, j'ai l'impression. C'est des petits groupes d'infanterie. Ça dépend lesquelles troupes de Wagner, parce que Wagner, il y a vraiment tout. Il y a eu à une époque, effectivement, quand ils s'approchaient de Bakhmut, c'était vraiment les prémices. Ils envoyaient vraiment des petites vagues de 2-3 personnes, puis d'autres vagues de 2-3 personnes, puis d'autres vagues de 2-3 personnes, ainsi de suite. Et en fait, c'était vraiment, entre guillemets, de la chair à canon qui servait vraiment à révéler les positions ukrainiennes. Et du coup à lancer une attaque beaucoup plus importante, plus grosse envergure. Le classique, ça, ouais. Pour éviter justement de sacrifier les troupes un peu plus aguerries, quoi. Parce qu'on là on le voit très bien, quand t'as des troupes qui sont pas aguerries, une offensive et c'est bon, le front tombe, quoi, c'est bon, c'est fini. Vas-y, je te laisse mettre la vidéo. On va parler de tous les fronts à peu près. Ouais, le reste ça a pas vraiment bougé. Après si je pourrais aller un peu plus dans le data. Si à Vivka, je t'avais dit tout à l'heure, ça a eu un petit changement à Vivka. Faudrait que je retrouve la carte aussi. Après tu peux regarder ce Deep State Mass s'il affiche. Il y a un petit truc à bouger là. Faut que je retourne sur ton partage. Voilà. Ouais, ils ont pris cette partie là, alors même peut-être un peu plus.
peut-être un peu plus. Mais bon. Et en tout cas, les Russes ont récupéré un petit peu de territoire ici, mais vraiment les grosses nouvelles, c'est voilà, c'était ce que je t'ai dit en début de live tout à l'heure, c'est vraiment l'offensive au sud de Bakhmut et au nord de Bakhmut. Voilà. Ah, et petite information aussi, parce qu'on se disait que l'offensive ukrainienne, la grosse offensive ukrainienne allait avoir lieu dans la région des Zaporizhzhia, c'est encore possible, parce que deux grosses informations majeures, l'aviation. Trois grosses informations majeures. L'aviation russe en fait pilonne du coup. Alors je sais plus c'est quoi la ville, mais je crois c'est vers la ville de Ulaïpol que tu vois là, à l'est de Orikhiv. Il y a à certains moments l'armée ukrainienne essaie d'amasser des troupes et du coup l'artillerie et l'aviation russe bombardent constamment du coup ces positions pour les empêcher du coup de se regrouper pour lancer une offensive. Voilà. Et il y a eu les dernières semaines du coup quelques incursions ukrainiennes, tu sais, vers Kherson. Du coup des forces spéciales ukrainiennes qui ont été abattues, qui ont essayé de rentrer dans voilà. Il y a un petit bout là qui a bougé là je vois, mais bon. Ouais, après c'est vraiment la zone grise ici, c'est un peu OSF quoi. Voilà. Par contre, comme je t'avais dit il y a quelques temps déjà, l'armée ukrainienne a reçu pas mal de véhicules amphibies et il se pourrait bien qu'il y ait une assaut amphibie sur la région de Kherson. Alors, soit directement des troupes qui passent sous l'eau avec du matériel de plongée, pour après sortir à la dernière minute et du coup prendre du terrain, et après que le plus gros des troupes débarque avec des MV, des véhicules blindés et des chars. D'ailleurs, à savoir que tout ce qui est pas les Bradley, mais les Strikers, je crois, peuvent aller sur l'eau. Alors, je sais plus si les Strikers, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il y a pas mal de véhicules d'APC, donc des véhicules de blindés de transport, qui sont capables de rouler sur l'eau. Voilà. Par exemple, un BMP, la Russie et les Ukrainiens en sont équipés de plusieurs exemplaires, ils sont capables d'aller de rouler sur l'eau, en fait, d'aller sur l'eau à une vitesse de 10 km/h. Mais quelle génération des BMP aussi ils ont Les 3, BMP 1, 2 et 3. Okay. Et d'ailleurs au niveau des BMP 3, il y a une petite invention russe. Il y a un nouveau véhicule d'ailleurs blindé russe qui va faire son apparition et qui commence à faire son apparition. J'ai plus le nom. Mais en gros c'est des BMP 3 avec un canon de 125. Donc en gros le canon 125 c'est les mêmes que sur les chars Léopard ou les T72 et les T90. Donc c'est des canons et des obus qui sont capables de pénétrer des chars lourds. Voilà. Et la troisième information, ah oui, et au sujet d'une potentielle incursion au niveau du front de Kherson, c'est sur la centrale de Zaporizhzhia. Il y a quelques potentielles incursions qui peuvent avoir lieu par Zodiac notamment. Par Zodiac, c'est sur ta droite, ouais, ici. T'as quelques incursions qui pourraient avoir lieu ici au niveau de l'offensive, d'une potentielle offensive ukrainienne. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément une grosse offensive qui va avoir lieu dans un endroit, mais peut-être plusieurs événements ou peut-être plusieurs événements en même temps. Donc ça c'est une autre supposition. Ouais. Mais là, c'est large quand même le Dniepr, faut le traverser. Ah mais ils l'ont déjà traversé. Grand, mais en fait ils n'ont pas traversé avec des blindés et tout ça, mais en fait ils peuvent le traverser avec quelques forces spéciales qui vont commencer à prendre du terrain. Ce terrain là ils le maintiennent pendant quelques heures et ce qu'il faut savoir c'est que juste pour traverser du coup le Dniepr, t'as besoin de c'est-à-dire qu'en 2 heures ils peuvent être capables de décharger 3, 4, 5 chars Léopard, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal. Ouais. Voilà, ce qui permettrait en fait de couper vraiment les Russes en deux, donc aussi bien sur la ligne défensive sur le front sud et sur la partie de Kherson. Voilà. La dernière information, c'est que au niveau et information vraiment importante par contre, c'est que oui, c'est ça, c'est le 2 S25M. Merci dans le chat, on vient de le rappeler. Ah oui, et du coup, dernière information que je voulais donner, c'est que à la date du 14 mai, 13 et 14 mai, 15 mai, donc là on est en plein dedans, suivant les statistiques, les Ukrainiens ont sorti leur dernier stock, parce qu'il leur restait 10% de stock de missiles S-300, et donc là ils arrivent à la fin, et donc là ça peut vraiment tout changer. Parce que si vraiment ils ont plus vraiment de défense aérienne, ça va être un peu compliqué puisque du coup les Russes effectivement là pour le coup auront l'avantage avec la suprématie aérienne. Voilà, et là pour le coup ça va tout changer comme je t'avais dit la dernière fois. Ce qu'il faut en retirer aussi, c'est ça, c'est le S-300, c'est ça. Donc c'est des missiles. C'est des missiles sol-air, ouais sol-air. c'est ça. Un véhicule par exemple civil quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand on est dans le
quand on va anticiper du coup des mouvements de troupes, des attaques et des offensives, parce que bah, si t'as plus de défense aérienne et que l'autre a la suprématie, tu sais très bien, toi t'es bien placé pour le savoir, que du coup, C'est fini. Hein, ouais c'est ça. Donc il se pourrait bien du coup que ça accélère l'offensive alors que Zelensky voulait la repousser. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut en déduire? Est-ce qu'ils vont recevoir du matériel et plus de missiles solaires patriotes? On sait pas. Voilà. Je sais pas du tout. Oh, je C'était pense tout, qu'on a vraiment fait le tour Ouais. cette fois. Il y a tout. à peu près. Parfait. Voilà, content? Bon, bah, merci. Hein, c'était bon résumé. Hein.